Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous avais parlé la fois dernière, pas la semaine dernière parce que j'ai pas pu sortir de Texama Show la semaine dernière, d'une possibilité de monétiser la chaîne en partie. Il y a pas mal de gens qui ont plutôt suggéré, pas forcément la route où c'est les gens qui donnent de l'argent, c'est plutôt je trouve des pubs par moi-même, des pubs dédiées par moi-même. C'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que la meilleure solution serait tout simplement un mélange de tout. Donc juste faire, quand il y en a, des pubs spécifiques en début de vidéo, donc pas faire une pub YouTube, c'est moi-même je fais la pub et je trouve moi-même le client et tout ça, ce qui veut dire que on coupe littéralement ce que prend YouTube d'habitude et en plus on gagne plus parce que c'est une pub dédiée, contrairement à YouTube où c'est des pubs un petit peu achetées à l'arrache. Donc je ferai certainement en partie ça. Évidemment ça va de soi que en échange de ça, j'essaierai de faire plus de vidéos et tout ça. Mais bon, ça demande quand même pas mal de travail, surtout le fait de trouver des pubs et tout ça. C'est réellement un travail, c'est un travail commercial et c'est pas vraiment ma spécialité. Donc s'il y en a qui s'y connaissent là-dedans, genre vraiment des pros commerciales, ça m'intéresserait un petit peu d'aide parce que je dois bien avouer que le montage, tourner une vidéo et tout ça, j'y arrive, mais ça, c'est pas trop mon truc. Bon du coup, faisons les news de la semaine. Comme d'habitude, tape des matières dans la description si vous voulez sauter vers un sujet qui vous intéresse plus. La première news, c'est au niveau d'Android 8.1 Oreo, qui du coup est sorti en version finale, donc il va bientôt être disponible sur le Pixel évidemment, et les Nexus qui sont encore update. Tous les Nexus ne sont pas encore update, hein, évidemment, les plus anciens ne sont plus update. Du coup, si vous demandez qu'est-ce qu'il y a comme grosse différence, pas grand chose, il y a surtout des petites corrections par-ci par-là. On avait parlé quand même d'une fonctionnalité qui est plutôt pratique, c'est au niveau de ceux qui ont des écrans OLED, une fonctionnalité qui fait que certains boutons, certaines interfaces qui restent trop longtemps à l'écran auront des variations de couleurs ou plutôt des variations même de pixels, peut-être vont changer du blanc vers le noir et leur fond va changer du noir vers le blanc ou des trucs dans le genre afin de tout simplement faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de screen burning. Une autre grosse fonctionnalité, c'est le Neural Network API, qui est tout simplement une API faite par Google pour faire tourner des programmes qui utilisent le machine learning sur le téléphone directement. Donc ça permettra évidemment à tout simplement les apps Android de davantage utiliser du machine learning directement dans l'application, sans pour autant devoir requérir un service externe. Donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, c'est si vous êtes intéressé par le machine learning, bien qu'on peut faire à peu près tout avec le machine learning, il faut quand même le préciser. C'est juste que bien souvent c'est utilisé pour les assistants évidemment parce que c'est la fonctionnalité que la plupart des gens pensent directement. Mais on peut faire pas mal de choses. Donc à voir ce que ça donnera. Ça reste principalement une mise à jour qui permet de solidifier la version, un peu comme ils l'ont fait avec Android 7.1 ou même le 5.2 si je me souviens bien à l'époque. Donc c'est juste vraiment des petits changements, surtout solidifier et tout. Donc on verra ce que ça donnera. On verra surtout qui updatera vers la version autre que Google. Samsung, LG, hein, Sony, s'ils existent encore. Tous les grands constructeurs, on vous attend avec vos updates, hein, si possible. Mais bon. Alors, autre news assez intéressante, c'est au niveau de Windows S. On avait parlé de Windows 10 S, donc c'est une version allégée de Windows qui fait tourner que les apps de base, mais qui peut être upgrade vers la version Pro. C'était une version qui était sortie sur le Surface Laptop. Et bien maintenant, il va sortir aussi chez d'autres marques. Et surtout, il va sortir avec certains PC sous ARM. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc on va avoir des PC tout simplement qui tournent par exemple sur des Snapdragon 835. Donc pas des CPU normaux que vous auriez, genre un Core i7 ou un Core i5. Là, on parle de CPU que vous avez dans un téléphone normalement. Alors évidemment, avec la différence de taille, ce seront des Snapdragon qui tourneront à une fréquence plus haute, hein, évidemment. Il y a plus de place pour mettre du refroidissement dans une tablette. Vu que ce sera souvent des tablettes à mon avis, il y aura aussi certainement quelques mini laptops, des ultrabooks de 12-13 pouces à mon avis. Et du coup, alors, pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement, c'est pour donner à mon avis plus de valeur aussi aux apps sur le store Windows, même si on va être très honnête, il n'y a pas beaucoup d'apps qui sont très intéressantes ou qui sont bien faites. Je regarde de temps en temps et voilà, par exemple l'application Netflix est bof, enfin chez moi elle marche de manière assez bof. Il y a vraiment, il manque énormément de choix. Toutefois, un truc très important, c'est que les gens pourront upgrade vers la version Windows 10 Pro. Et là vous allez me dire, ah oui mais du coup ceux qui ont la version ARM avec le Snapdragon ils peuvent pas.
Eh bien si en fait. Et tout ça parce qu'il y aura un émulateur x86. Donc le x86, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu d'instruction qui tourne sur les PC. Donc n'importe quel PC sous Windows utilise forcément le x86. Et c'est ce qui limite aussi l'utilisation d'autres processeurs qui ne supportent pas ça pour Windows. Parce que Windows obligatoirement tourne avec ça. En tout cas, la plupart des applications Windows. Mais maintenant, du coup, ce qu'ils vont offrir, c'est déjà la version Windows 10S n'a plus besoin de x86 pour sortir, pour tourner, donc ça c'est plutôt cool. Et si vous voulez quand même avoir un full PC, faire tourner n'importe quoi que sur un Windows, vous pourrez utiliser cet émulateur. Alors, grosse mise en garde, l'émulateur, on ne sait déjà pas ce que ça donnera, on ne sait pas s'il est performant ou autre chose. Une chose est sûre, c'est que ça marchera certainement très bien pour les applications où c'est juste une fenêtre, peut-être faire tourner Mumble, faire tourner Discord, qui n'est pas disponible sur le store de Windows, faire tourner peut-être un autre navigateur éventuellement, qui ne serait pas disponible, parce que sinon vous serez coincé avec Edge, évidemment. Donc pour ce genre de choses, ça ira. Mais par contre, ça fera pas tourner des jeux ou des applications lourdes comme Photoshop ou je ne sais quoi. Faut rester raisonnable. Je ne pense pas qu'on verra ça parce que si c'était possible, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Toutefois, ça devrait quand même offrir un bon compromis entre du coup portabilité, quelque chose de pas trop cher et aussi le fait d'avoir quand même un full Windows en partie pour faire la plupart des choses qu'on veut faire dessus. Il y aura donc il y a aussi, il parlait un petit peu de spec, donc il y a par exemple le laptop Asus à 22 heures de batterie, ça c'est plutôt bien. 30 jours de stand-by, donc s'il reste en veille. Il a évidemment la 4G et tout ça. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas juste des trucs construits pour être cheap. Ils ont quand même une construction assez haut de gamme, des écrans Full HD, donc ça c'est plutôt cool. On verra le prix aussi, parce qu'on ne sait pas. Il y en a même qui ont 8 Go de RAM, donc c'est pas juste des trucs cheap pour aller pour les petits étudiants ou autre chose à 200 € qui a presque rien dessus. Non, ils vont quand même faire des beaux laptops. Faudra voir le prix. Je ne sais pas, mais il me semble qu'un Snapdragon 835 coûte quand même assez cher, même limite presque aussi cher que certains processeurs qu'on pourrait mettre directement dans un laptop ou autre chose. Donc, à voir. Alors maintenant, on passe aux news un petit peu hardware. Donc, Nvidia a annoncé la Titan V, ou 5 si on était Apple. Donc la Titan V pour Volta, qui est la nouvelle architecture que Nvidia présentera certainement l'année prochaine dans des GTX 1180, 2080, on ne sait pas. Et c'est aussi l'architecture qu'on avait vu présenter il y a quelques mois dans des Tesla, enfin non, pas dans des Tesla, des Volta professionnels. On avait vu des méga cartes qui coûtent 10 000 $ pour information. Et ces Volta-là, évidemment, doivent être très bonnes pour faire des tâches qui requiert énormément de puissance, mais pas forcément pour le gaming. Et c'est un petit peu l'orientation de cette carte aussi. Elle n'est pas vraiment faite pour le gaming. Toutefois, il y en a qui vont certainement essayer de jouer dessus pour avoir une impression de ce que ça va donner pour les futurs GTX 1180 ou je ne sais comment elles vont s'appeler. Et du coup, parlons un petit peu spec d'ailleurs. Donc, ça utilise le procédure de gravure 12 nanomètres au lieu du 16 nanomètres. Alors, j'ai d'ailleurs appris un truc très intéressant par rapport à ça, c'est que au final, on ne sait même pas vraiment mesurer des fois à quelle procédure de gravure on grave forcément. Du coup, ce que font bien souvent les constructeurs comme ça, c'est que ils mettent un chiffre qui est à peu près la vérité, mais en fait, c'est pas totalement la vérité. Donc des fois, ça peut arriver qu'un processeur gravé en 16 nanomètres peut être au final aussi bien gravé qu'un processeur en 14 nanomètres ou autre chose. Ça, c'était un truc assez intéressant que j'avais vu. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, 5120 coups d'accord. Pour information, la Titan X, P minuscule, avait 3840 coups d'accord. D'ailleurs, 3840, c'est assez marrant parce que c'est exactement la largeur de pixels d'un écran 4K, mais bon. Il a 320 TMU au lieu de 240. Donc, au final, des specs assez véloces. Il me semble que ce n'est pas exactement les specs qu'avait la Volta professionnelle qu'on avait vu quelques mois. Mais par contre, la grosse différence par rapport à la Volta qui coûtait 10 000 $, c'est que celle-là coûte 3 000 $. Donc c'est encore énorme, ok? C'est pratiquement 3 fois le prix d'une Titan de base. D'ailleurs, j'ai juste envie de dire... Alors, je vais le dire directement. J'ai vu une autre news, je ne sais plus sur quel site, mais où il me semble que c'était les specs par Nvidia directement. C'est que cette carte est déverrouillée en termes de puissance de calcul. Donc c'est pas comme les anciennes Titan qui sont en final des
des cartes professionnelles castrées avec un nom de carte professionnelle. Enfin, c'est juste bizarre, quoi. C'est une véritable carte professionnelle, là, la Titan V. Elle n'est pas castrée. C'est juste qu'elle a un nom en Titan. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être pour qu'elle soit tout simplement moins chère. Peut-être que Nvidia, tout simplement, s'est dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ça. Parce que la première Titan, la toute première, était comme ça. C'était une carte vraiment professionnelle, mais avec un autre nom. Et bien, peut-être qu'ils se sont dit, ben, on va refaire la même chose. Un autre truc que je vois aussi, c'est que certainement il y a des gens qui vont l'acheter en se disant c'est la meilleure carte pour jouer, même si elle coûte 3000 $, je m'en fiche, parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre la GTX 1180 ou la 2080 qui sortira. Donc peut-être que Nvidia pense que certaines personnes céderont et en achèteront, et je suis pratiquement sûr qu'ils ont raison là-dessus. Ce qui est assez triste quand on le voit, mais bon. Donc c'est pas une carte pour le jeu, je tiens à le préciser, même si elle devra avoir des bons résultats. D'ailleurs, niveau design, vous voyez qu'elle a une coque un petit peu finition gold ou je ne sais quoi, qui est plutôt sympathique à regarder, mais ça reste principalement la même, à peu près la même en fait qu'une Titan. D'ailleurs, à voir le refroidissement, parce que je vous rappelle que les Titans ne sont pas les mieux refroidis, donc on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, la Titan V5, peu importe, de Nvidia, qui est une carte, très bonne carte professionnelle si vous voulez ça, mais qui est c'était très cher pour juste jouer par contre. Ensuite, tant qu'on est au niveau carte graphique, une petite news sur des RX 560. Donc les RX 560 sont des cartes AMD plutôt dans le bas de gamme, pour ceux qui veulent jouer de manière un petit peu light. Eh bien, AMD a fait un truc pas cool, vraiment pas cool. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti... Donc la RX 560, elle a 16 compute units dedans, dans l'architecture. Et ils ont sorti une RX 560 avec 14 compute units. Sauf que ils n'ont rien dit. Et ça veut dire qu'en gros, si moi je suis Jean-Michel qui va aller acheter une carte graphique et je n'y connais rien, j'achète une RX 560, elle est moins chère que les autres. Oh, c'est génial, elle est moins chère. Mais en fait, j'en ai acheté une moins puissante. Et c'est vraiment pas cool. Donc, depuis, AMD a répondu en disant oh, désolé, on ne voulait pas, oh là là, désolé pour la confusion. Donc maintenant, ce sera écrit normalement sur la boîte ou quelque part qu'il n'y a que 14 compute units. Mais soyons honnêtes, les gens qui achètent des cartes graphiques qui n'y connaissent pas trop ne le verront pas et ils ne sauront même pas à quoi ça sert ou qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vraiment pas cool de la part d'AMD ici. Et j'espère qu'ils éviteront de faire ce genre de choses à l'avenir parce que c'est vraiment anti-consommateur. Ensuite, les specs, alors ça c'est une plus vieille news, mais bon. Les specs de l'HDMI 2.1 sont sortis. Donc cette nouvelle norme de HDMI devrait supporter les plus hautes résolutions et tout ça. Donc notamment ça supportera le 8K à 60 fps si vous le voulez. Et même d'autres résolutions telles que le 10K. Jusqu'à je ne sais combien de refresh rate, mais à mon avis ça doit être 30 parce que ça utilise tellement de bandes passantes, une telle résolution. Ça permettra aussi du 4K en très haut rafraîchissement, genre 120 Hz, donc ça c'est plutôt cool. Et ben, globalement c'est une update de l'HDMI pour supporter, qui a une plus grande bande passante pour supporter des plus hautes résolutions, des plus hauts taux de rafraîchissement et tout ça. Il y a aussi quelques petites technologies évidemment par rapport à l'HDR par-ci par-là pour supporter certaines nouvelles normes. Donc c'est plutôt cool. Évidemment, il faudra attendre que des cartes graphiques ou même n'importe quoi que vous achetiez, une télé le supporte dans l'avenir. Mais c'est plutôt fait pour l'avenir, honnêtement, parce que aucune TV, aucun écran, actuellement, on en a vraiment besoin. Soyons honnêtes. Surtout si vous avez le DisplayPort qui se débrouille très bien. Ensuite, on a une petite news au niveau d'AMD. Pas une bourde qu'ils ont fait cette fois-ci. Au niveau de Ryzen 2, donc il y a eu un petit live stream sur une chaîne, Overclocker UK. Et en gros, ils étaient avec l'une des personnes responsables pour Ryzen. Et donc, ils ont un peu parlé. Alors, ils n'ont pas non plus été dans des méga détails ou autre chose, évidemment. Mais on a quelques informations assez intéressantes. Bon, il y avait la news comme quoi Vega 11 sera intégré dans les APU Ryzen, justement. Donc ça, on le savait déjà. Donc Vega 11, c'est pas le plus gros Vega. Parce que le plus gros Vega, c'est le Vega 10. Et puis, plus vous augmentez le nombre, plus un petit Vega, oui c'est un petit peu illogique mais bon, donc Vega 11 est un petit peu moins haut de gamme, puis Vega 12 sera encore moins haut de gamme en quelque sorte. Il n'y a pas de Vega 13 par contre. Il y a aussi eu quelques news au niveau de Vega 56 et 64 qui auront plus de stock, donc ça c'est cool. Et puis finalement une news sur Ryzen 2, le plus important, donc ça utilisera le socket AM4. Donc ça c'était, on le savait, AMD l'avait annoncé, mais maintenant on a la confirmation même pour être sûr.
D'ailleurs, le socket AM4, ils veulent pas le mettre à la retraite avant 2020 pour information, ce qui est une bonne durée de vie, hein, soyons honnêtes. Ils l'ont introduit donc début 2017, ça fait, s'il dure jusqu'à la fin 2020, ça ferait 3-4 ans de vie. Comparé à Intel, c'est beaucoup mieux. Et du coup, ça veut dire que si vous prenez un des premiers Ryzen maintenant, et que dans 2 ans vous dites « Ah, j'ai envie d'une petite upgrade », ben vous pourrez prendre un beaucoup plus récent et ne pas changer de carte mère. Donc ça, c'est cool. Et évidemment, les cartes mères qui, du coup, ils devront être updates au niveau du BIOS pour supporter ces nouvelles versions de Ryzen. Je tiens à le préciser. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'ils ont donné en fait comme news. C'était pas non plus méga incroyable autre chose. Ils ont aussi dit, ben ça on le savait, mais que Zen 2 serait donc une version améliorée de Zen 1, un peu comme le fait Intel. Intel en fait ils font une nouvelle architecture et puis après donc ils font une nouvelle architecture plutôt sur le même processus de gravure et puis après ils prennent la même architecture, l'améliorent et le mettent sur un nouveau processus de gravure encore plus fin. Et ils faisaient comme ça avant, parce que maintenant ils l'ont changé, maintenant ils ont 3 cycles, mais bon. Et du coup, AMD ici va utiliser ce cycle-là, c'est-à-dire qu'ils ont sorti Ryzen, et du coup ce nouveau Ryzen va être sur un processus de gravure plus fin, qui va permettre d'avoir plus de cœurs, de plus haute fréquence peut-être, mais aussi des corrections au niveau de l'architecture pour peut-être pallier certains problèmes, peut-être la compatibilité mémoire ou des trucs dans le genre qui ne peuvent pas être fixés forcément via des mises à jour de BIOS sur les Ryzen actuels. Donc ça, c'est des news intéressantes et qui sont assez prometteurs personnellement, je trouve. Parce que ça veut dire que déjà, si vous avez déjà une carte mère Ryzen ou autre chose, que vous voulez juste faire une upgrade, ben ça vous coûtera déjà moins cher. Et je pense que c'est là que c'est surtout intéressant de prendre AMD en ce moment. En parlant de processeur, il y a quelqu'un qui a réussi à faire fonctionner un i3 8350K sur une carte mère en Z170. Donc je vous avais dit hein, que Intel avait donné l'excuse que les nouveaux processeurs de 8e génération ne pouvaient pas tourner sur le Z170 et toutes les autres cartes mères, ou même le Z270 d'ailleurs par ailleurs, parce que tout simplement ça n'utilisait pas les mêmes pins pour l'alimentation et surtout les nouveaux processeurs de 8e génération requéraient trop d'énergie pour fonctionner par rapport à l'ancienne génération. Ce qui était un petit peu bullshit parce que par exemple le Core i3 c'était un 4 cœurs 8 threads. Non, c'était un 4 cœurs 4 threads. Du coup, il y avait un 4 cœurs 8 threads avant sur Z170. Donc voilà pourquoi ce ne serait pas supporté. Mais bon, bref. Le truc c'est qu'évidemment c'était un peu bullshit. Soyons honnêtes, c'était vraiment bullshit. Certaines cartes mères haut de gamme avaient une alimentation largement suffisante pour les nouveaux processeurs. Et donc, quelqu'un a juste fait une modification en gros. Alors, c'est pas juste on prend une scie, on coupe un petit bout quelque part. Non, c'est genre plutôt une modification au niveau des microcodes du processeur et aussi du BIOS de la carte mère afin de supporter le processeur. Parce que la carte mère peut le supporter. Il y a ce qu'il faut en fait. Il y a vraiment ce qu'il faut. C'est juste que les pins ne sont pas rangés, ou plutôt les pins ne sont pas utilisés pour les mêmes choses. Donc il a juste changé, en gros, la personne qui a fait ça, le BIOS pour que ce soit supporté. Alors tout ne fonctionne pas, genre la carte graphique principale ne fonctionne pas si vous en mettez une ou autre chose, mais il y est arrivé. Donc ça prouve que Monsieur Intel leur raconte un petit peu de la connerie. Mais bon. Alors après on a une petite news au niveau des PC en micro STX. Donc si vous ne savez pas, c'est des mini PC, donc c'est lancé par ASRock, ce format. Donc c'est encore plus petit que du mini TX, mais avec un slot MXM. Donc MXM, c'est pas un MXM, c'est pas un gamer ou autre chose, c'est pas le mec qui fait des vidéos YouTube. C'est un format pour mettre des cartes graphiques dans des ordinateurs portables normalement. Sauf que c'est pas très utilisé parce que les constructeurs de portables n'aiment pas ça. Parce que ça veut dire que vous pouvez juste garder votre portable au lieu de l'upgrade et juste aller chercher une carte graphique et la mettre à la place et vous permettre d'upgrade le portable. Sauf que les vendeurs, évidemment, eux, ils veulent que vous achetiez le dernier modèle parce que ça leur fait plus d'argent. Donc, ce format est pas très présent. Même s'il existe, il y a moyen d'avoir des cartes en MXM. Et du coup, avec ce format-là et surtout le format micro STX, ça vous donne littéralement une puissance mais énorme. Donc, vous avez vu, on a un socket. Donc, on peut mettre un Core il me semble que c'était sur la dernière plateforme. Non, c'est pas la dernière plateforme. Donc vous pouvez mettre un Core i7 sans trop de problèmes.
si vous le refroidissez correctement. Et vous pouvez mettre aussi genre une GTX 1080 certainement si vous arrivez à en trouver une. Donc là, notamment sur cette plateforme de test là, on voit un i5 7500 et une GTX 1060. Et si vous regardez, la taille est ridiculement petite. Donc là, on a des ports USB derrière par exemple. Donc c'est vraiment, c'est plus petit qu'une boîte à chaussures. Là aussi, on a des ports USB. Donc c'est plus petit qu'une boîte à chaussures et vous avez la puissance d'un PC gamer, vraiment. C'est pas du mobile tout ça. Enfin, la carte graphique, vous pourriez dire c'est un peu du mobile, mais c'est des full GTX 1060 quand même. Le processeur, c'est un full processeur non mobile, donc de PC fixe. Donc énormément de puissance dans une taille ridicule. Ce genre de choses, j'aime beaucoup. Toutefois, évidemment, comme j'ai dit, les cartes en MXM sont assez dures à trouver. Alors, une petite news au niveau boîtier maintenant. J'aime bien parler d'Inwin parce qu'ils font des trucs plutôt sexy à regarder. Donc là, c'est une version différente du Inwin 303. C'est le 305. Et il a donc finition blanche et tout ça. Mais surtout, il a une bande ici. Vous pourriez dire, ah, c'est une bande en métal ou je sais pas quoi. Non, c'est du bois. Littéralement du bois dans le boîtier. C'est classe, c'est vraiment classe. Ce que j'aime bien justement avec Inwin, c'est qu'ils n'hésitent pas à sortir des codes, des boîtiers pour faire des trucs plutôt classe, qui coûtent des fois assez cher, mais bon. Mais le Inwin 330 ne coûte pas si cher. D'ailleurs, j'avais un peu hésité à peut-être prendre ce boîtier, parce qu'il a des conceptions assez intéressantes, notamment, vous voyez, l'alimentation est en haut, mais elle est derrière une grille, vous pouvez fixer 3 ventilateurs de 120 mm. Vous avez aussi 3 ventilateurs en bas, donc ça veut dire que si vous n'utilisez pas d'autres cartes graphiques, vous pouvez sans problème mettre un radiateur en haut, parce qu'il y a la place, et mettre un radiateur en bas, et avoir un système de water cooling plutôt véloce, dans un boîtier plutôt petit en fait. Mais bon, il faut aussi le faire. Mais vous pouvez regarder une Inwin 303 water cooling sur Google, il y en a qui l'ont fait, et c'est plutôt classe à regarder. Alors maintenant on quitte les news hardware, on passe un petit peu à d'autres trucs un peu plus random. Là, notamment jeux vidéo, Civilization 6, Rise and Fall annoncé, donc c'est une nouvelle extension de Civilization 6 et moi j'attends énormément, c'est un de mes jeux favoris certainement, Civilization. Donc cette nouvelle mise à jour, enfin cette nouvelle extension, parce que ça ne se dit plus de trop, certains diront DLC mais c'est une véritable extension, permettra de corriger évidemment des petits problèmes par-ci par-là de Civilization 6, mais aussi d'introduire des nouvelles fonctionnalités, dont le fait que apparemment on pourra perdre des villes sans même, ou gagner des villes sans même lancer de guerre avec d'autres systèmes en place tout simplement, d'influence et tout ça. Donc ils ont pas vraiment... Ils ont parlé un petit peu des grosses fonctionnalités, mais on n'a pas une liste exactement de tout ce qui va être dedans, ce qui est un petit peu dommage parce que j'aimerais bien. Mais en tout cas, je suis assez intéressé parce que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Il y a aussi un système de gouverneur apparemment pour gouverner les villes et tout ça. Ce qui peut être pratique si vous êtes en late game et vous avez plein de villes à gérer ou autre chose. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, moi je suis assez impatient. Alors au niveau de SpaceX, une petite news espace. On va en faire plusieurs d'ailleurs. On vous l'avait dit, enfin je vous l'avais dit qu'ils allaient lancer normalement en fin d'année la Falcon Heavy. Bon, ce sera plus 2018 parce qu'ils ont dit que ce serait le mois prochain, en décembre, donc le mois prochain c'est janvier 2018, mais c'est quand même très proche de nous, donc c'est plutôt cool. Donc Falcon Heavy, c'est une version assez différente de la Falcon 9, où vous avez tout simplement deux autres Falcon 9 collés à une Falcon 9 au milieu, qui est modifiée en partie, et en gros ça vous permet d'avoir beaucoup plus de puissance et de lancer des beaucoup plus gros satellites. Et du coup, pour le lancement de cette Falcon Heavy, pour tester, ils avaient blagué à l'époque qu'ils allaient mettre une roue de fromage dedans, mais finalement ils vont mettre la Tesla personnelle de Elon Musk, donc il va envoyer sa voiture dans l'espace. Voilà. Si vous considérez que vous n'êtes pas assez riche, vous n'avez pas réussi votre vie, vous n'êtes pas assez riche tant que vous ne pouvez pas lancer votre propre voiture dans l'espace et l'envoyer en orbite autour de Mars, parce que c'est apparemment ce qu'ils voudraient faire. Je ne sais pas s'ils pourront le mettre en orbite autour de Mars, honnêtement, parce que peut-être que la NASA va dire, hey, une voiture pleine de bactéries et tout ça, et si elle se crache sur Mars, ça va contaminer peut-être nos résultats, nos futurs résultats de la recherche de vie sur Mars, donc c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, c'est plutôt classe. Mais apparemment, normalement, elle devrait rester là quelques milliards d'années, littéralement, en orbite, si rien de mal se passe. Donc voilà, si vous cherchez un objectif et que vous avez beaucoup d'argent, c'en est un. Et toujours dans les news de l'espace, après 37 ans, Voyager 1 a utilisé ses thrusters pour légèrement rectifier sa trajectoire parce qu'elle était un peu mauvaise. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. 37 ans
après 37 ans, Voyager 1, une machine construite par l'homme, utilise des thrusters comme si de rien n'était. Ça fonctionne parfaitement. Alors que moi, des fois, je veux utiliser un appareil qui n'a pas fonctionné depuis une semaine, il a du mal. Et là, il y a Voyager 1, ça fait 37 ans qu'il n'a pas fonctionné. Enfin, les thrusters en tout cas. Et genre, ça marche parfaitement. Juste, bon, blague à part, c'est juste une merveille de technologie quand on y pense, qu'on a réussi à designer des trucs pareils qui fonctionnent hyper bien. D'ailleurs, il a 21 milliards de kilomètres de la Terre. Et il a réussi à utiliser ces thrusters sans aucun problème. C'est d'ailleurs 141 fois la distance entre la Terre et le Soleil, juste une petite comparaison. Donc ouais, juste vraiment intéressant. Juste, tu te dis, oh, on peut faire des choses vraiment bien si on s'y met. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose avec l'armée, je trouve. C'est que les choses faites pour l'armée sont très durables, alors que les choses qu'on fait pour les consommateurs, on se demande s'ils font pas un petit peu exprès des fois de faire en sorte que ça casse un petit peu après la garantie. Mais bon, dans tous les cas, une belle merveille de technologie, en espérant qu'il continue de fonctionner le plus longtemps possible. Normalement, il me semble que c'est jusqu'à 2023 l'estimation de sa durée de vie, parce qu'il va avoir plus de batterie. Parce que ce genre de satellite, si vous ne savez pas, utilise des piles au plutonium pour fonctionner. Parce qu'ils sont trop loin du soleil. Les panneaux solaires, ça ne marche plus à cette distance. Hein. Juste, voilà, n'espérez même pas. Du coup, ils utilisent une pile au plutonium, qui est donc une pile nucléaire, littéralement, qui, du coup, a une bonne durée de vie, hein, plusieurs dizaines d'années, mais au bout d'un moment, ça finit par s'arrêter. D'ailleurs, on a presque plus de piles au plutonium, ce qui est assez inquiétant, parce que on a des traités... Alors, c'est normal, en fait, parce qu'on a des traités nucléaires qui font qu'on ne doit plus faire de nouvelles armes nucléaires. Et pour faire de nouvelles armes nucléaires, il faut du plutonium. Donc, la production de plutonium est très restreinte, même sacrément restreinte. Ça veut dire qu'on ne peut plus vraiment en fabriquer. Or, c'est ce qu'il faut pour faire des piles nucléaires pour ce genre de satellite. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Mais dans le futur, ça pourrait être un problème, en fait, si on veut envoyer des trucs comme ça très loin de la Terre et qu'ils ont besoin d'énergie. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce nouveau Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Pour cette semaine-ci, normalement, j'ai tourné plusieurs vidéos. Il faut juste que je les monte, que je trouve le temps de les monter. Donc, vous devriez les voir arriver courant de la semaine, je l'espère. On va faire certainement aussi quelques configs de la semaine juste avant Noël. Pour s'il y en a qui cherchent des cadeaux de Noël. Ou qui cherchent un cadeau de Noël pour eux-mêmes à montrer aux gens. Genre, tu peux m'acheter cet ordi portable ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour un prochain Texama Show. Je vous dis salut à tous.